Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur liées à OnlyFans. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors dites-le moi dans les commentaires. Quand vous serez prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. C'est quelque chose que je ne raconte presque jamais, même pas à mes amis les plus proches. C'est le genre d'histoire que je préférerais oublier. Mais parfois je ressens le besoin de la partager parce qu'elle continue de me hanter profondément. Cela s'est passé il y a environ 2 ans, pendant des vacances de printemps qui avaient tout l'air d'être banales, mais qui sont devenues l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. À cette époque, j'étais mannequin sur Instagram et, même si je venais tout juste de débuter, les choses commençaient à bien marcher. Je vivais en Californie, dans une ville située dans la grande agglomération de Los Angeles, et ma carrière commençait à décoller sérieusement. J'avais déjà signé quelques contrats avec des marques et 2 ou 3 campagnes qui me mettaient un peu en lumière. Chaque jour, je publiais des photos. Le nombre de mes abonnés augmentait. Et petit à petit, je commençais à gagner davantage d'argent. Mais au-delà des shootings, j'avais aussi élargi mes horizons dans tout ce qui touchait à mon image. Vous voyez, je devais tirer le maximum de profit de ma notoriété naissante. L'une des choses que j'ai faites a été de créer un compte OnlyFans, où mes abonnés pouvaient payer pour accéder à des contenus plus exclusifs. Cela me rapportait pas mal d'argent. Pour être honnête, je n'avais jamais eu de problème avec des harceleurs ou des situations bizarres. Au contraire, la plupart de mon public respectait mon travail et le prenait de manière assez détendue. Et dans ce cercle numérique, j'ai aussi noué plusieurs amitiés, que ce soit avec d'autres modèles ou des influenceurs. On se soutenait beaucoup, on collaborait sur des photos et des vidéos, et tout semblait rouler à peu près normalement. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré une fille nommée Emma. Elle était un peu plus nouvelle que moi dans ce domaine, mais d'une manière ou d'une autre, elle réussissait plus vite que moi. On aurait dit que tout lui souriait, et en quelques mois à peine, elle avait déjà rencontré un certain succès sur les réseaux sociaux, et aussi sur OnlyFans. Elle avait toujours une énergie très calme, très posée, et elle semblait heureuse de la manière dont les choses évoluaient. Un jour, après des mois d'échanges de messages et quelques collaborations, Emma et moi avons fini par nous rencontrer en personne lors d'un événement d'influenceurs à Los Angeles. Ma première impression d'elle a été très bonne. C'était une fille très douce et sympathique, et on a tout de suite bien accroché. À partir de ce moment-là, on a commencé à faire davantage de choses ensemble. Sortir faire la fête ou simplement passer du temps ensemble. Même si on avait fait quelques collaborations très sexy, il n'y avait pas vraiment d'intérêt romantique ou sexuel entre nous. Une belle amitié était née. Cette amitié s'est renforcée avec le temps. Elle faisait partie de ces personnes avec qui on se sent tout de suite bien. On parlait beaucoup, on partageait des idées, et de temps en temps, on se retrouvait pour faire de nouvelles photos ou créer du contenu pour nos profils. Mais tout a commencé à mal tourner un soir. Alors que je consultais mes emails et que j'ai soudain reçu un message d'Emma, elle m'a dit qu'elle avait été contactée par quelqu'un se présentant comme un représentant d'un groupe d'influenceurs très célèbres, un groupe très connu, suivi par des millions de personnes. Il disait vouloir collaborer avec nous pour un projet. Emma m'a expliqué qu'elle avait discuté avec un certain Patrick, qui disait être manager, et tout semblait parfaitement en ordre. Le message disait qu'ils souhaitaient faire une séance photo avec nous deux à San Diego, qu'ils étaient prêts à payer une belle somme d'argent et à promouvoir notre contenu sur leur réseau. L'offre paraissait trop belle pour être vraie et je voulais m'assurer que ce n'était pas une arnaque ou une blague. J'ai donc vérifié ce profil et en effet, le compte semblait réel. Il avait de nombreuses publications, des abonnés authentiques, une adresse mail officielle, tout semblait très professionnel. Franchement, je ne voyais aucun signe évident de fraude. Ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'il disait être à San Diego, à seulement 2 heures de route de Los Angeles, et qu'il voulait organiser la
Séance dans une sorte d'hôtel du sud de San Diego, sur une plage très connue. Pour nous, qui étions habitués à travailler en extérieur, sur des plages ou dans des lieux similaires, c'était une opportunité en or. Patrick nous a confirmé le rendez-vous, nous a donné l'heure et nous a dit qu'ils avaient réservé une chambre pour nous, dans un petit hôtel de la région. J'étais ravi, mais Emma l'était encore plus que moi. Et ça me faisait plaisir, parce qu'elle était dans le métier depuis moins longtemps et elle semblait vivre un vrai rêve. Pour ma part, j'avais encore du mal à croire que tout cela pouvait vraiment être réel. Mais rien ne me faisait penser que c'était faux. La veille au soir, nous avons préparé nos affaires, nous nous sommes bien préparés. Et le lendemain, nous avons pris un bus que nous avions réservé pour nous y rendre. Le voyage s'est déroulé tranquillement. Au fond, nous étions toutes les deux un peu nerveuses, mais très excitées par cette opportunité. En arrivant, l'hôtel n'avait rien d'extraordinaire, mais il était correct, propre et bien situé. Là, un homme nous a accueillis, vêtu de manière assez décontractée, avec un sourire étrange sur le visage. Il nous a demandé si nous étions Emma et Lisa, et lorsque nous avons confirmé, il nous a dit de le suivre, que tout était déjà prêt. La première impression était que tout semblait normal, mais quelque chose dans son attitude m'a paru bizarre. Malgré tout, j'ai essayé de ne pas y prêter attention et je l'ai simplement suivi. Il nous a conduites à la chambre, et nous y sommes restés un moment pour défaire nos affaires et nous préparer. Emma était surexcitée. Elle n'arrêtait pas de répéter que c'était une grande opportunité pour elle. Moi, même si j'étais contente, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange sensation qui m'envahissait depuis notre arrivée, comme si quelque chose n'allait pas. Puis, juste au moment où je pensais que nous allions enfin pouvoir nous détendre un peu, on a frappé à la porte. C'était notre guide. Il nous a dit à nouveau que tout était prêt pour nous emmener à la plage, qu'il ne nous restait plus qu'à nous préparer. Ils sont venus nous chercher avec une voiture qui, bien qu'élégante, portait clairement une plaque de location. Et c'est à partir de ce moment-là que la magie a commencé à se dissiper dans ma tête, mais j'ai voulu croire que ce n'était qu'une mauvaise impression. Pendant le trajet, l'homme ne cessait de nous observer dans le rétroviseur. Il nous a posé quelques questions simples sur notre vol d'où nous venions, mais son attitude n'était pas vraiment amicale. Je ressentais une énergie étrange émanant de lui. Pour quelqu'un censé représenter une grande entreprise, il semblait trop mal à l'aise, presque absent. Arrivés à la plage, le paysage était magnifique. Sable blanc, eau cristalline, tout semblait parfait. Ils nous ont dit que la séance photo se déroulerait sur un bateau amarré juste au bord, et qu'ensuite nous irions sur une petite île à proximité. C'est à partir de ce moment-là que les signaux d'alarme dans ma tête ont commencé à se faire plus forts. L'inquiétude a réellement commencé quand nous sommes montés à bord du bateau, car rien ne ressemblait à une équipe de tournage professionnelle. Il n'y avait pas beaucoup de monde, seulement 4 ou 5 hommes, tous âgés d'environ 40 à 50 ans, qui nous regardaient d'une manière qui ne m'inspirait aucune confiance. L'un d'eux tenait une caméra, mais elle n'avait rien de professionnel. Le bateau en lui-même était grand, mais ce n'était pas un yacht de luxe. Il y avait un pont supérieur et un espace en dessous, mais aucun maquilleur, aucun réalisateur. Rien de ce qu'on voit habituellement lors de ce genre de séance. Cela m'a rendue encore plus méfiante. Mais une fois de plus, j'ai décidé d'ignorer mon instinct et j'ai continué, en me disant que j'étais juste paranoïaque. Avant que les hommes ne montent, ils nous ont demandé de leur remettre nos sacs, disant qu'ils allaient les garder pendant la traversée. C'est là que j'ai senti une sueur froide me parcourir. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas une équipe de professionnels, mais plutôt un groupe de types louches qui n'avaient pas l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Mais avant que je puisse réagir ou dire quoi que ce soit, l'eau a commencé à bouger, et le bateau s'est éloigné de la rive. Emma était ravie, totalement inconsciente de l'orage de pensées qui tourbillonnait dans mon esprit à ce moment-là. Elle profitait juste du vent et admirait le paysage, mais moi, incapable de calmer mon angoisse, je suis entré dans la cabine du bateau, très petite. D'ailleurs, juste pour me laver les mains et essayer de réfléchir plus clairement. Je n'arrivais pas à me sentir à l'aise. Je ne voyais aucune caméra, même pas un téléphone pour filmer.
Il n'y avait que ces hommes qui agissaient de façon vraiment étrange. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai vu une ombre, des pieds, juste sous la porte de la cabine. Je suis resté figé. Qui était là? J'avais l'impression que quelqu'un m'observait, mais je ne voyais rien de plus que ses pieds. Mon cœur s'est mis à battre très fort dans ma poitrine, et j'ai commencé à réfléchir rapidement à ce que je devais faire. En regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une seule paire de pieds, mais deux, l'une à côté de l'autre, et cela m'a fait comprendre que quelque chose clochait gravement. En proie à une peur grandissante, j'ai rassemblé tout le courage qu'il me restait, et j'ai ouvert la porte d'un coup sec, poussant ces hommes et les faisant tomber. Je suis tombé au sol à ce moment-là, mais je me suis relevé aussitôt, et j'ai couru à l'étage. C'est alors que j'ai compris qu'Emma était toujours sur le pont. Et à ce moment précis, j'ai entendu des cris, mais ce n'étaient pas des cris normaux. C'étaient des sons étouffés, comme si quelqu'un essayait de la faire taire. Je me suis précipité vers le pont, juste à temps pour voir l'un des hommes sur Emma, en train de la tenir par le cou et de tenter de la maîtriser pendant qu'elle luttait pour se libérer. Je lui ai alors hurlé de la lâcher et dans un geste désespéré, je lui ai lancé une bouteille d'eau à la tête. Elle l'a frappé à l'œil et il s'est écarté d'elle en criant de douleur. Mais un autre a alors essayé de m'attraper par derrière et a commencé à me tirer vers la cabine pendant qu'un autre tentait de me saisir les jambes. Je me suis défendu comme j'ai pu, les frappant, les griffant, donnant des coups de pied dans tous les sens, jusqu'à ce que je parvienne à donner un coup de pied en plein visage à celui qui tenait mes jambes, et que je morde de toutes mes forces la main de l'autre. Le type a poussé un cri atroce quand un de ses doigts a craqué entre mes dents et il m'a aussitôt lâché. À ce moment-là, j'ai trébuché contre la rambarde, et juste avant de tomber à l'eau, j'ai entendu les cris désespérés d'Emma, qui ont été aussitôt étouffés par quelqu'un. J'ai commencé à nager frénétiquement, tentant de rejoindre le rivage, pendant que mon esprit était plongé dans un chaos de peur et de panique. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à atteindre la terre ferme. Une équipe de secours m'a récupéré et m'a emmené aux urgences. Là, on a soigné mes blessures, et j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Le bateau, les hommes, l'hôtel, la voiture, les lieux étranges et l'agression à bord. La police est venue aussi, et quelques heures plus tard, 2 des hommes ont pu être arrêtés à San Diego, mais les 3 autres, qui étaient partis avec Emma, n'ont jamais été retrouvés. Les agents pensent qu'ils ont traversé la frontière vers Tijuana et qu'ils se trouvent maintenant quelque part au Mexique. Le pire dans tout ça, c'est qu'Emma a disparu sans laisser de traces. On ne l'a jamais retrouvée, et l'espoir de la revoir s'est éteint un peu plus chaque jour. Je n'ai aucune idée de ce que ces hommes lui ont fait. L'enquête n'a pas beaucoup avancé après les faits, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Ce qui me fait le plus mal dans toute cette histoire, c'est de ne pas lui avoir parlé de mes doutes dès le départ. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable, car peut-être que si je lui avais dit que je pressentais quelque chose d'étrange, elle aurait été plus prudente, ou peut-être même qu'on n'y serait pas allé. Quand j'ai interrogé l'agence de mannequins pour savoir comment ils avaient pu embaucher ces gens, ils m'ont dit que tout était faux. Le profil, les abonnés, les noms, tout avait été inventé. Il s'avère que ce groupe d'influenceurs, si célèbres, n'avait absolument rien à voir avec cette affaire. Ils utilisaient probablement leur nom pour du blanchiment d'argent ou, pire encore, pour un réseau de traite d'êtres humains. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée d'où se trouve Emma. Tout ce que je sais, c'est que cette expérience m'a bouleversé à jamais. Elle m'a laissé traumatisé et avec une peur immense de faire confiance à qui que ce soit dans ce milieu. Je suis toujours modèle sur OnlyFans et influenceuse, mais à chaque occasion, j'utilise mes plateformes pour alerter les gens sur ce genre de choses, et je publie aussi des photos et des vidéos d'Emma de temps en temps, dans l'espoir que l'un de mes abonnés l'ait vue et puisse donner un indice sur son sort. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je te jure que tout cela m'est réellement arrivé. La vérité, c'est que je ne m'étais jamais senti autant en danger de toute ma vie. Et depuis, il est hors de question que je remette un pied sur cette chose qu'on appelait Only. C'était avant que tout le monde,
sache vraiment ce que c'était. Vers 2017, un an après la création de cette plateforme, j'étais dans ma chambre, en train de faire défiler Instagram, quand je suis tombé sur un profil qui a attiré mon attention. C'était celui d'une fille très jolie de ma ville, mais que je n'avais jamais rencontrée en personne. À l'époque, j'étais très introverti et assez maladroit socialement. Cela ne m'étonnait donc pas d'avoir beaucoup de contacts sur mes réseaux sociaux avec lesquels je n'avais jamais échangé un seul mot. La seule raison pour laquelle j'avais un compte Facebook ou Instagram, c'était pour paraître plus normal, plus comme un étudiant ordinaire. Pour une raison que j'ignorais, beaucoup de filles attirantes me suivaient en retour sur Instagram. Au début, je pensais que c'était parce qu'on avait des amis en commun ou parce que j'étais peut-être plutôt beau garçon. Mais avec le temps, j'ai compris que beaucoup d'entre elles me suivaient uniquement pour que je les suive à mon tour. Juste pour gagner en visibilité, pas parce que j'étais si charmant que ça. J'étais ce genre de garçon qui passait son temps à liker et à commenter les publications des jolies filles sur Instagram. Certains auraient pu m'appeler un simp, mais tu sais comment c'est. Et chaque fois qu'une fille répondait ou me mettait un like, je fonçais directement sur le lien PayPal ou Cash App dans sa bio, et je lui laissais un bon pourboire avec un petit mot de remerciement. À ce moment-là, ça flattait mon ego. Je ne vais pas mentir. Je ne suis pas spécialement fier de ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ma façon de sentir que j'avais un peu de valeur. Le problème, c'est que mon anxiété sociale m'empêchait complètement de leur envoyer le moindre message en privé. Je n'osais même pas essayer d'entamer une petite conversation. Pour être honnête, je m'imaginais bêtement que ces filles allaient m'inviter à sortir ou commencer à me prêter attention uniquement grâce aux dons que je leur faisais. Alors, quand un jour j'ai vu un nouveau lien dans la bio de l'une de mes préférées, mon cœur s'est emballé. Je l'ai ouvert sans attendre et, à ma grande surprise, j'ai adoré ce que j'ai vu. C'était un site appelé OnlyFans. Et je pouvais enfin payer un abonnement pour voir ces filles nues, sans avoir besoin de les importuner avec des messages. À ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie. Alors, sans trop réfléchir, je me suis abonné, espérant être le tout premier ou quelque chose comme ça. Et par chance, il semblait bien que ce soit le cas, car au début, cette fille paraissait encore un peu timide. Elle ne montrait rien de très osé, juste des photos normales, rien d'explicite. Mais peu à peu, elle s'est mise à poster des images de plus en plus provocantes. Et ça me laissait sur ma faim. Les mois ont passé comme ça. Je travaillais chez Starbucks et je dépensais presque tout, ce que je gagnais en dons pour elle. Je pensais qu'elle était peut-être la bonne, qu'un jour on sortirait ensemble et que ce serait du sérieux. Mais au milieu de tout ça, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur OnlyFans. On pouvait désormais envoyer des messages. Et si on payait, on recevait des photos plus intimes, exclusives. Ça m'a vraiment emballé, car je pouvais enfin avoir accès à un contenu plus proche de ce que je cherchais vraiment, plutôt que des photos dénudées à moitié sages. Un jour, tremblant de nervosité, j'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai envoyé un message. Je tremblais comme jamais auparavant. Je ne savais même pas à quoi m'attendre, et soudain, elle m'a répondu. Ce fut la première fois que j'ai cru qu'il se passait quelque chose de sincère. On a vraiment commencé à discuter. Elle semblait sans aucun doute intéressée par moi aussi. En réalité, elle m'a d'abord envoyé quelques photos nues, qui m'ont coûté environ $100. Puis elle m'a demandé si j'étais de la même ville qu'elle. Quand je lui ai donné mon profil Instagram, elle a vu mon nom complet et, à mon grand désespoir, elle s'est sûrement rendue compte qu'elle m'avait déjà croisé en vrai, transpiré à grosses gouttes et avoir l'impression qu'une crise d'angoisse allait m'éclater au visage. Ça n'aide pas dans ces moments-là. Mon navigateur a rempli automatiquement mon vrai nom et prénom, et sans le vouloir, je me suis retrouvé piégé. J'ai essayé de trouver quelque chose à dire, un mensonge qui me sortirait de là sans révéler qui j'étais vraiment, mais ma tête était en plein chaos. Je savais que nous avions des amis en commun et que si jamais ils apprenaient tout ça, j'allais devenir la risée de la fac. J'étais sous le choc, presque incapable de réagir. J'ai essayé de trouver des excuses, de mentir, de fuir, mais je n'y arrivais pas.
J'ai simplement répondu que oui, c'était bien moi. Et ensuite, nous avons continué à parler sérieusement. À ma grande surprise, elle m'a reconnu de l'université. Elle avait déjà vu mon visage à plusieurs reprises. Et il se trouve que l'un de ses amis vivait sur le campus. Je n'arrivais pas à y croire. Nous nous sommes rendus compte que nous avions été dans les mêmes endroits à de nombreuses reprises, sans jamais nous remarquer. C'était comme si la vie nous avait mis l'un sur le chemin de l'autre, mais sans que nous n'ayons jamais fait attention. Jamais je n'aurais cru pouvoir avoir une conversation aussi longue avec quelqu'un sur OnlyFans, mais là j'étais à m'intéresser davantage à elle qu'au contenu lui-même. J'ai compris que l'argent n'était peut-être pas le moyen de conquérir une fille, et l'ironie, c'est qu'elle passait bien plus de temps à discuter avec moi maintenant que lorsque je dépensais une fortune pour elle. Un jour, c'est elle-même qui m'a proposé de passer sur Instagram, et elle m'a même donné son numéro. J'étais abasourdi. Je me suis dit que peut-être ça pouvait devenir quelque chose de sérieux, que je pouvais enfin avoir une vraie copine. Je n'aurais jamais cru ça possible. J'ai toujours pensé que je resterais coincé derrière mon écran à admirer les filles de loin toute ma vie. Mais voilà qu'en fait, j'étais peut-être sur le point de rencontrer ma toute première copine, et ce, grâce à un site comme OnlyFans. On a commencé à s'envoyer des messages sur Instagram, et à un moment, j'ai décidé de l'appeler. Dès le début, j'ai eu une sensation étrange. Comme si je pouvais vraiment me connecter à elle, sur un plan plus profond. Quand on a parlé au téléphone, c'était comme parler à quelqu'un qui me comprenait totalement. Qui vibrait sur la même fréquence que moi. Sa voix était très douce, apaisante, et on a parlé pendant des heures. Dans les jours qui ont suivi, je ne pouvais plus arrêter de penser à elle. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression qu'une relation réelle était possible. Sincèrement, je ne voulais plus attendre. Je voulais la voir en vrai au plus vite, et à ma grande surprise, elle aussi en avait envie. Finalement, c'est elle qui m'a invité chez elle, et on a fixé une date et une heure. On s'est dit au revoir, et quand j'ai raccroché, j'étais sur un petit nuage. J'ai senti que toute cette merde de ne jamais être assez bien, de penser que personne ne voudrait jamais de moi, venait de disparaître. Le jour du rendez-vous est enfin arrivé, et j'étais super nerveux. Je me suis préparé du mieux que je pouvais. J'ai mis mes plus beaux vêtements, et avant de partir, je suis passé chez le coiffeur. Je voulais être le plus présentable possible. Je ne voulais que rien ne gâche ce moment. J'ai réservé un Uber qui m'a emmené jusqu'à son quartier. Ce n'était pas très loin, mais j'étais tellement excité et nerveux à la fois que j'avais du mal à respirer. Mais juste quand j'arrivais dans sa rue, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Derrière un arbre se tenait un type très suspect, avec une capuche qui lui couvrait partiellement le visage. Je ne pouvais même pas voir qui c'était. Au début, j'ai cru que c'était juste quelqu'un qui passait par là. Mais la façon dont il observait, comme s'il surveillait ou attendait quelque chose, m'a mise en alerte. Pourtant, mon impatience de la rencontrer en vrai était plus forte. Alors j'ai ignoré ce signal. J'étais tellement impatient que je ne pensais qu'à ce que tout se passe bien. Je suis finalement arrivé devant chez elle, et quand elle a ouvert la porte, j'en suis resté bouche bée. Elle était aussi belle en vrai que sur les photos, voire même plus. Je l'ai vue, et j'avais du mal à croire que je la rencontrais enfin. Elle m'a souri, m'a embrassé sur la joue, a mis ses chaussures, et on est sorti se promener dans la rue. Au début, la conversation était un peu maladroite. Cette gêne de ne pas trop savoir quoi dire, mais peu à peu, la tension s'est dissipée et on a commencé à se détendre. La discussion est devenue fluide, naturelle, et bientôt on riait, on parlait comme si on se connaissait depuis toujours. Elle semblait nerveuse elle aussi, mais à un moment donné, tout est devenu plus léger, plus joyeux. On passait vraiment un super moment. Et jusqu'à la fin du rendez-vous, on n'a pas cessé de parler et de rire ensemble. C'était incroyable. Quand est venu le moment de se dire au revoir, je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle. Et en tournant la tête pour voir si ce type louche était toujours là, je suis resté figé. Je l'ai vu s'approcher lentement de moi, d'une manière étrange, comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention. Mais il était déjà à environ 3 mètres quand je l'ai remarqué. Puis il m'a appelé d'une voix que je ne pouvais pas ignorer. C'était comme un cri dans la rue. « Hé, toi » a-t-il lancé.
Euh, oui, lui-ai-je répondu, sentant mon cœur battre à toute vitesse. Arrête-toi, viens ici. Je me suis figé et retourné, ne comprenant pas trop ce qui se passait. Puis il a continué. T'es qui pour elle? Qu'est-ce que tu fous là? Quelle était cette question? Je ne savais même pas quoi répondre. Par instinct, j'ai juste levé les yeux vers lui, et j'ai vu que son visage devenait de plus en plus furieux. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et il avait l'air prêt à me faire du mal. Ou pire, t'es en train d'essayer de draguer ma copine, n'a-t-il hurlé avec un ton rempli de rage. J'étais choqué, terrifié. Quoi? Désolé, je crois que tu fais erreur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je balbutiais, complètement paniqué. J'ai commencé à reculer lentement, le bras tendu, prêt à me défendre si nécessaire. Mais alors? J'ai remarqué que ses mains étaient dans les poches de son sweat à capuche, et quelque chose dans son expression a changé brusquement. La colère dans ses yeux s'est transformée en une rage pure, et il s'est mis à respirer bruyamment, les mâchoires serrées, comme s'il allait complètement perdre le contrôle. Un nœud s'est formé dans mon estomac, et mon cœur a commencé à battre très fort, mais je n'ai pas eu le temps de réagir. Soudain, il a sorti une arme de sa poche et, sans hésiter, il m'a tiré dessus 2 fois. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas senti la douleur au début. Je suis simplement tombé au sol sous le choc, comme si toute mon énergie s'était évaporée. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était l'adrénaline qui m'envahissait et l'impossibilité de bouger ou de respirer. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Sans comprendre pourquoi cela arrivait, c'était comme si j'avais été pris pour quelqu'un d'autre, et que c'était pour cela qu'il m'avait tiré dessus. La dernière image que j'ai eue, c'était son visage déformé par la rage, puis plus rien. Tout est devenu noir pendant quelques secondes, et quand j'ai repris conscience, j'étais au milieu de la rue, baignant dans une mare de mon propre sang. J'ai ressenti une brûlure atroce dans les jambes, au niveau des genoux, et c'est là que j'ai compris, horrifié, qu'on m'avait tiré dans les jambes. À ce moment-là, je me suis recroquevillé sur le sol, le corps tremblant et le cœur affolé. Les larmes ont coulé toutes seules, sans que je puisse les retenir, et l'adrénaline a cédé la place à la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Tout ce que je voyais, c'était 2 énormes trous à l'avant de mes genoux, les balles m'ayant traversé comme dans un cauchemar. Un instant plus tard, tout est devenu flou, et peu à peu le monde a disparu. Je me suis évanoui là, au milieu de la rue, et j'ai perdu complètement connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, entouré de tuyaux et de médecins, avec ma mère assise sur une chaise à côté de moi, endormie. Lorsqu'elle m'a vu ouvrir les yeux, elle s'est levée avec des larmes dans les yeux et un sourire triste. C'est là qu'elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Ils avaient entendu les coups de feu, un voisin avait tout vu, et l'homme qui m'avait tiré dessus avait été arrêté. Les heures suivantes furent un enfer. J'ai subi plusieurs opérations, et les médecins ont dit que, avec un peu de chance, je pourrais peut-être remarcher, mais que mes jambes ne seraient jamais comme avant, que les blessures par balle à cet endroit ne guérissent pas facilement. Pendant des jours, je n'ai pas pu dormir. Je ne pensais qu'à ce qui s'était passé, à ces blessures horribles dans mes jambes, aux balles qui entraient et sortaient. C'était une douleur indescriptible. Chaque mouvement, c'était comme si on m'enfonçait des aiguilles dans les os. Mais le plus étrange, c'est que cette même nuit, j'ai reçu un message. C'était elle, la fille avec qui j'étais sorti ce soir-là. Elle m'a tout expliqué. Il s'avère que l'homme qui m'a tiré dessus était aussi un abonné à son OnlyFans, qu'il la suivait sur toutes ses plateformes, et qu'en réalité, il souffrait de graves troubles mentaux. Il était complètement obsédé par elle, persuadé qu'elle était réellement sa petite amie, et la harcelait dans toute la ville. Elle avait dû se cacher derrière des arbres et des buissons, par peur qu'il la retrouve, ou pire, mais elle n'avait aucune idée qu'il avait réussi à localiser sa maison, ni qu'il était mentalement aussi instable jusqu'à ce que la police lui montre les enregistrements vidéo où on le voyait rôder autour. La vérité, c'est que ce type vivait une relation imaginaire et croyait qu'elle le trompait si elle voyait quelqu'un d'autre. Ça m'a glacé le sang. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse être aussi malade ou aussi obsédé à ce point-là. Avec les mois, ma récupération a été lente,
Mais j'ai fini par réussir à remarcher un peu, même s'il était évident que mes jambes ne seraient plus jamais les mêmes. Les médecins m'ont dit que les blessures par balle dans les jambes sont très difficiles à soigner, et que dans mon cas, je ne pourrais probablement plus jamais courir ni faire d'activités intenses. La fille, elle, a fini par s'éloigner peu à peu. Elle a mis fin à toute cette histoire, et moi aussi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'associer cette douleur à cette rencontre. Elle n'a jamais voulu supprimer son compte OnlyFans, alors chacun a suivi son chemin. L'homme qui m'a tiré dessus a été condamné à 7 ans de prison. Mais il a ensuite été transféré dans un établissement psychiatrique. Honnêtement, j'éprouve une certaine pitié pour lui et sa condition mentale, mais je pense aussi que le pire est arrivé et, sincèrement, j'espère qu'il restera enfermé longtemps. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait, le mal qu'il a infligé à mes jambes, car cette blessure, je la porterai toute ma vie. Ce fut la dernière fois que je suis allé sur cette plateforme, et je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec elle. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est quelque chose qui me hante encore, quelque chose que j'ai du mal à croire moi-même. Des choses folles arrivent tous les jours, mais ce que j'ai vécu, moi, va au-delà de l'imagination. Parfois, quand je repense à ce moment, je me dis que j'aurais préféré ne jamais l'avoir vécu, mais c'est bel et bien arrivé, et c'était horrible, tellement horrible que je ne supporte même plus d'entendre le mot « OnlyFans » sans que tout mon corps se crispe. C'est arrivé alors que j'étais encore à l'université, donc ce n'est pas si vieux. J'étais étudiant en ingénierie et j'adorais passer du temps à la bibliothèque, où je restais souvent pour étudier ou simplement rattraper mes devoirs et mes projets. Il y avait quelque chose de spécial dans cette bibliothèque. Elle semblait attirer toutes sortes d'étudiants très différents sur le campus, chacun avec ses histoires et ses goûts bien à lui. Les gens et leurs idées étaient si variés que j'ai fini par rencontrer beaucoup de personnes très éloignées de mes centres d'intérêt. L'une d'elles était une fille très jolie, appelée Émilie, nom fictif pour préserver son anonymat. Émilie et moi avons commencé à parler de choses banales, comme le temps ou nos chaussures, mais très vite, nous sommes devenus amis. Naturellement, nous nous sommes ajoutés sur les réseaux sociaux, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez elle. Dans sa bio Instagram, il y avait un lien vers un compte OnlyFans. Franchement, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Aujourd'hui, c'est plus courant, mais ce qui m'a interpellé, c'est que ce profil en particulier faisait beaucoup parler sur tout le campus. La majorité de mes camarades avaient des avis très partagés. Certains l'admiraient pour sa confiance en elle, pour être aussi ouverte avec son contenu. Et d'autres la critiquaient très durement, disant qu'elle n'avait aucun respect pour elle-même et qu'elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Moi, pour être honnête, ça ne me dérangeait pas vraiment. Mais un jour, Émilie a lancé une promotion sur son compte OnlyFans. Elle offrait 1 mois de contenu gratuit pour attirer du monde et gagner des abonnés. À ce moment-là, m'inscrire sur cette plateforme ne m'avait même pas traversé l'esprit. Mais je me suis dit que ce serait intéressant d'y jeter un œil, surtout que tout le campus en parlait. Et j'avais l'impression d'être le seul à ne pas encore être allé voir. J'avais un peu honte de m'abonner avec mon identité réelle. Alors j'ai utilisé une fausse adresse mail et, sans trop réfléchir, je me suis inscrit. Ce n'était rien d'étrange pour être honnête. Voir Émilie dans ses photos était un peu gênant. Bien sûr, mais ça ne m'a pas vraiment surpris. Après tout, c'était son boulot, non? J'ai regardé combien d'abonnés elle avait. Et on voyait qu'elle gagnait déjà pas mal d'argent avec ça. Les semaines ont passé, et franchement, la plupart du temps, j'avais complètement oublié que je m'étais créé ce compte. J'avais d'autres choses plus importantes en tête. Mais un jour, un ami, un autre étudiant de la fac, est venu me voir. Très agité. Il m'a dit d'aller voir le profil d'Émilie sur ses réseaux parce qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'ai fait ce qu'il m'a dit immédiatement. Et quand je suis tombé sur le profil, mon cœur s'est arrêté. Il y avait une énorme bannière sur sa page, disant qu'elle avait été kidnappée et que les ravisseurs réclamaient une rançon. Il y avait aussi des détails glaçants. Il disait que si l'argent n'était pas remis dans les 7 jours, ils allaient la blesser, voire la tuer. Les ravisseurs
affirmait qu'elle était détenue dans un endroit secret, introuvable. J'étais totalement sous le choc. On aurait dit un film ou une blague de très mauvais goût, mais à ce moment-là, il n'y avait plus de doute que c'était réel. J'ai commencé à envoyer des messages dans tous les sens. J'ai essayé de la contacter sur toutes les plateformes, mais aucune réponse. Mes amis non plus n'avaient aucun retour. Nous étions tous dans l'incertitude totale, certains craignant pour sa sécurité, d'autres pensant qu'il s'agissait d'un coup monté pour attirer l'attention et obtenir plus d'abonnés. Moi, je ne savais pas quoi faire, ni quoi penser, ni vers qui me tourner. Était-ce une mauvaise blague? Était-elle vraiment en danger? Mais peu à peu, on a tous réalisé que cela faisait une semaine entière qu'on n'avait pas vu Émilie, rien, pas un signe. Et là, ça a commencé à devenir très étrange. Au début, beaucoup pensaient qu'elle avait juste disparu pour faire le buzz ou choquer. Mais à mesure que les jours passaient, on a compris que c'était bien plus grave. On l'a cherchée partout sur le campus, dans ses endroits habituels, dans les recoins les moins connus, mais rien. Même les professeurs nous ont confirmé qu'elle était absente depuis plusieurs jours. La situation devenait de plus en plus inquiétante. Certains de ses amis les plus proches ont même appelé sa famille, mais personne ne savait rien. C'est là qu'on a commencé à paniquer pour de bon. Jusqu'à ce moment-là, personne ne voulait payer de rançon ni rien. On espérait juste qu'elle réapparaisse. Mais maintenant, tout indiquait que c'était bien pire que ce qu'on avait imaginé. Finalement, on a appelé la police. La sécurité de l'université a commencé à fouiller partout. Ils ont vérifié les caméras. Sa voiture avait quitté le parking le jour même où elle avait été déclarée disparue. À partir de là, l'affaire a pris une toute autre tournure. La police a commencé à enquêter sérieusement, à fouiller tout le campus, mais il n'y avait aucune piste. Ils sont aussi allés chez elle. L'appartement semblait normal, lit fait, bureau, affaires personnelles. Mais rapidement, ils ont remarqué qu'il manquait des choses importantes. Son ordinateur portable, ses oreillers, ses objets essentiels, comme si elle était partie, précipitamment laissant le reste derrière elle. En analysant les images de vidéosurveillance de son immeuble, ils ont vu que sa voiture était bien sortie du parking le jour de sa disparition. Tout semblait indiquer que quelque chose de très étrange s'était produit. Et ce n'était que le début. L'enquête s'est encore complexifiée. Les gens qui la connaissaient disaient qu'Émilie était une fille assez aisée, populaire, très présente en ligne. Il y avait donc plein de raisons pour lesquelles quelqu'un n'aurait pu vouloir lui faire du mal. La communauté s'est mobilisée pour la chercher et la presse s'en est mêlée. La nouvelle de son enlèvement et de la demande de rançon a fait la une de tous les journaux locaux et une grande campagne a vu le jour sur les réseaux sociaux. Sauver Émilie. Face à la pression médiatique, la police a redoublé d'efforts. Finalement, ses proches et ses abonnés ont décidé de payer la rançon. Beaucoup de gens ont contribué avec de petites sommes pour réunir l'argent et l'espoir de la retrouver en vie grandissait. Mais les jours ont passé et aucune nouvelle. L'angoisse montait. Tout le monde se demandait ce qui avait bien pu arriver. Puis soudainement, quelques jours plus tard, tout a basculé. Un policier de la route, dans une zone rurale en périphérie de la ville, a aperçu une voiture correspondant aux caractéristiques de celle d'Émilie. Il l'a arrêtée, a pointé les phares, et à la surprise générale, elle était là, assise au volant, parfaitement saine, sans la moindre égratignure. Ils l'ont fait sortir du véhicule et l'ont emmenée au poste pour l'interroger. Nous avons tous ressenti un immense soulagement en apprenant qu'elle était vivante et en sécurité, mais nous n'avons eu les détails que quelques heures plus tard, lorsque toute l'histoire a éclaté. Le lendemain, les médias ont explosé. Émilie avait été arrêtée. Il s'est avéré que toute cette histoire d'enlèvement était un mensonge. Elle avait tout inventé. J'insiste, cette histoire horrible qui nous avait tous bouleversés et poussés à nous mobiliser pour la sauver n'était qu'une ruse, montée de toutes pièces pour gagner rapidement de l'argent et faire le buzz. C'est elle-même qui avait loué une cabane, dans un endroit isolé et y avait emporté quelques affaires. Tout était une mise en scène, une supercherie soigneusement élaborée. La police a pu la retrouver grâce aux caméras de surveillance sur les routes, ce qui leur a permis de remonter sa trace. Elle a dû faire face à des accusations pour avoir simulé son propre enlèvement,
solliciter de l'argent pour une fausse rançon, semer le chaos, et tous les autres chefs d'accusation liés à un faux signalement. Elle a écopé d'1 an de prison et d'une multitude d'amendes. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais je suis encore sous le choc. C'est difficile à croire qu'une personne puisse faire une chose pareille. Toute cette mascarade, juste pour un peu d'attention et d'argent. À cause d'elle, on s'est tous sentis idiots, trahis, en colère. Comment a-t-elle pu faire ça? Je ne sais toujours pas. Depuis, j'ai développé une forme de méfiance permanente envers les gens. Chaque fois que je vois une histoire de disparition ou d'enlèvement dans les médias, je repense à Émilie et je me demande si ce n'est pas encore un mensonge. Je n'ai plus jamais revu Émilie. Mais cette histoire est gravée dans ma mémoire à jamais. Aujourd'hui encore, je ne peux pas regarder cette plateforme sans que tout cela ne me revienne à l'esprit. Je te jure que je ne verrai plus jamais OnlyFans de la même manière. La toute première fois que j'ai découvert OnlyFans, jamais je n'aurais imaginé que ça allait bouleverser ma vie de façon aussi folle. Je pensais que ce n'était qu'un petit test, un moyen temporaire de gagner un peu d'argent, rien de plus. Je ne savais pas que j'allais plonger dans quelque chose de bien plus sombre et bien plus lourd que ce que je pouvais gérer. Au début, tout était plutôt normal. Je postais des photos, des vidéos, je faisais quelques lives de temps en temps. L'argent commençait à rentrer et franchement, c'était bien. C'était la première fois que je faisais quelque chose par moi-même et j'avais l'impression de reprendre un peu de contrôle sur ma vie. Avant ça, j'étais coincé dans un boulot sans avenir, pendant des mois, des années, et là je me sentais un peu plus libre. Avoir des gens qui me regardaient, qui me soutenaient, qui me prêtaient attention, c'était devenu addictif, sans même que je m'en rende compte. Mais tout a commencé à changer à cause de lui. Je l'ai rencontré à une soirée, un soir comme les autres, et c'était censé être juste une rencontre de passage. Mais c'est devenu bien plus. C'était un mec charmant, drôle, facile à aborder, et on a tout de suite accroché. À ce moment-là, tout semblait parfait. Il savait toujours quoi dire pour me faire sentir spécial, pour que je croie qu'il était différent des autres. Quand je lui ai parlé de mon activité de modèle sur OnlyFans, il n'a même pas bronché, ce qui était génial. Ça voulait dire que ce n'était pas un problème pour lui. De son côté, il m'a aussi parlé d'un business secondaire, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Il avait quelque chose de mystérieux dans sa manière d'être, et ça faisait partie de son charme. Mais au fond de moi, quelque chose me mettait déjà en garde. Je ne saurais pas dire quoi exactement, mais c'était là. J'aurais dû voir les signaux d'alerte, mais j'étais trop aveuglé par le bonheur, par cette impression que j'avais enfin trouvé quelqu'un de vrai. Les mois ont passé et on formait un couple solide. Mais des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, des appels bizarres en pleine nuit, des messages qui ne voulaient rien dire ou qui semblaient inventés. Il cachait toujours son téléphone, le mettait face contre table quand on était ensemble, ce qui, au début, ne m'avait jamais semblé étrange. Jusqu'au jour où, par curiosité, j'ai trouvé quelque chose dans sa voiture. Ce n'était pas anodin. C'était un sac lourd que je ne pouvais pas identifier, rempli de quelque chose. Je lui ai demandé ce que c'était. Et comme toujours, il a essayé de minimiser en disant que ce n'était rien d'important. Mais cette sensation que quelque chose clochait ne me quittait plus. La vérité, c'est que j'ai commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas avec ce gars, même si je refusais encore de l'accepter. Du jour au lendemain, il est devenu bien plus distant, comme si je ne comptais plus vraiment. Il restait affectueux, oui, mais quelque chose dans son regard avait changé. Je sentais que ses paroles contenaient de moins en moins de vérité, et que ses silences en disaient beaucoup plus. Je ne voulais pas le quitter parce qu'en surface, tout avait l'air parfait. J'avais l'impression que ma vie commençait enfin à avoir un sens. Et puis, je n'avais pas vraiment d'autre option. J'étais trop impliqué, trop embrouillé dans cette relation pour penser à partir ou tout abandonner. Puis il y a eu ce fameux voyage. Il m'a dit que c'était une surprise, quelque chose pour fêter mes bons résultats sur OnlyFans. La façon dont il m'a regardé homme. Annonçant, ça m'a donné un drôle de pressentiment. Mais je lui ai fait confiance. Il avait toujours été très convaincant, très insistant, et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par accepter. On a pris la voiture. Il n'a jamais voulu me dire où on allait, juste que c'était une surprise.
Plus on avançait, plus le trajet devenait étrange. Il y avait des forêts partout, des routes étroites, plus de réseaux. Mon instinct se mettait en alerte, mais je suis restée silencieuse. Et plus on s'enfonçait, plus j'avais une sensation de malaise. Je sentais comme si quelque chose me poussait vers un endroit où je n'avais absolument pas envie d'aller, et le signal de mon téléphone avait complètement disparu. Finalement, nous sommes arrivés devant un bâtiment abandonné, perdu au milieu de nulle part. Un vieux entrepôt qui semblait tout droit sorti des enfers. Fenêtres brisées, portes rouillées, un lieu sinistre à souhait. Il souriait, essayant de me rassurer, de faire passer ça pour une aventure un peu folle, mais je n'étais plus du tout convaincu. Il a coupé le moteur et nous sommes entrés. L'endroit était immense, glacial, avec des poutres métalliques rouillées et de la poussière partout au sol. L'écho de nos pas résonnait dans ce vide absolu, et je me suis senti mal à l'aise dès la première seconde. Dans un coin, il y avait des symboles et des inscriptions étranges sur les murs, une sensation indescriptible que quelque chose d'anormal s'était déjà produit là. Il m'a emmené vers une sorte de pièce à l'arrière, et en y entrant, j'ai reçu une claque de réalité en pleine figure. Des chaînes, lourdes, rouillées, fermées par des cadenas dignes d'un film d'horreur. L'odeur était infecte, un mélange de métal en décomposition, comme si la mort elle-même avait hanté cet endroit. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en lui. Son regard est devenu glacial, vide, comme s'il n'était plus la même personne. La pire partie commençait à prendre forme, et j'ai compris. Je n'étais pas là pour une escapade romantique, ni pour une fête surprise. Il avait des intentions bien plus macabres. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé avec une expression figée et a simplement dit « Tu ne me fais pas confiance ?» Mon cœur s'est emballé, mon corps entier s'est mis en alerte. Je n'ai pas répondu, mais son regard en disait long. J'ai tenté de fuir, mais il s'est placé devant la porte et l'a fermée. J'ai sorti mon téléphone, mais il n'y avait toujours pas de signal. J'étais seul, piégé avec lui dans ce lieu délabré. En voyant la terreur sur mon visage, il s'est mis à rire. « Tu as peur, chérie. Tu crois vraiment que je t'ai emmené ici pour te faire du mal ?» a-t-il dit en s'approchant. J'ai hésité un instant, mais cette fois, j'ai écouté mon instinct. Je l'ai repoussé de toutes mes forces et j'ai couru vers la porte. Heureusement, elle n'était pas verrouillée. J'ai couru à travers le couloir sans réfléchir, juste avec l'envie de m'éloigner de lui, peu importe où. Il s'est mis à m'appeler et ses pas derrière, moi, devenaient de plus en plus proches. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai tourné au bout du couloir et j'ai vu une porte. J'ai foncé droit dessus. Je l'ai franchi juste au moment où il allait m'attraper. Puis j'ai sauté dans la voiture aussi vite que j'ai pu. Je savais qu'il avait laissé les clés sur le contact. Alors je l'ai démarré et j'ai filé à toute vitesse sur le chemin de terre par lequel nous étions arrivés. En regardant dans le rétroviseur, je l'ai vu au milieu de la route, figé, son regard empli de rage pure. Ça m'a glacé le sang. J'ai conduit jusqu'au poste de police le plus proche et j'ai tout raconté. Au début, ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Mais quand ils sont allés sur les lieux, ils ont tout vu. Les chaînes, les symboles, les inscriptions étranges. Ils n'étaient plus là. Mais on l'a arrêté quelques heures plus tard alors, qu'il tentait de franchir la frontière. Dans les jours suivants, j'ai découvert toute la vérité. Cet homme n'était pas un simple type normal. Il était impliqué dans du trafic de drogue, dans des cultes obscurs, dans des activités qu'il vaut mieux ne jamais connaître. Cet entrepôt n'était pas juste une cachette, c'était un lieu où il menait des rituels tordus et j'ai failli en être la prochaine victime. Aujourd'hui, cette expérience amère est derrière moi, mais les souvenirs me hantent encore. Chaque fois que je pense à cette nuit, je réalise que j'ai échappé de peu à une fin atroce. Le pire, c'est que je n'ai jamais soupçonné qu'il me mentait depuis le début. En réalité, il savait exactement qui j'étais. Il m'avait repéré via ma plateforme et avait tout orchestré pour me rencontrer par hasard. Les policiers m'ont dit qu'ils allaient approfondir l'enquête, car il était fort probable qu'il soit lié à la disparition d'une autre fille de la plateforme, portée disparue depuis plusieurs mois. Après tout ça, j'ai arrêté de publier sur OnlyFans pendant un moment. Ça me paraissait trop risqué, trop dangereux. Mais ensuite, je suis revenu, avec l'idée claire que je devais reprendre le contrôle de ma vie.
et que plus jamais personne ne m'utiliserait ainsi. Cette expérience a profondément changé qui je suis. Les souvenirs resteront toujours, bien sûr, mais ils ne définiront pas la personne que je suis devenue. Je vais être totalement honnête avec vous, parce que je pense que c'est nécessaire, être mère célibataire dans le monde d'aujourd'hui, tout en essayant d'avoir une vie sentimentale normale. C'est un peu comme essayer de gravir l'Everest en tongs. Ce n'est pas que je me prenne pour le centre du monde, ni que je sois la seule femme dans cette situation. Mais il faut avouer que l'étiquette « mère célibataire » effraie la plupart des hommes, plus vite qu'une plaie biblique. Je peux comprendre, jusqu'à un certain point. Honnêtement, tout le monde n'est pas prêt, ni disposé à assumer la responsabilité, l'engagement ou même le bagage émotionnel et pratique qu'implique le fait d'élever l'enfant d'une autre personne. Mais c'est dur, vraiment dur. J'aimerais que les gens soient un peu plus ouverts d'esprit et un peu moins égoïstes. Voir un enfant d'une relation précédente ne signifie pas qu'on ne peut plus tomber amoureux, construire une nouvelle famille, avoir d'autres enfants, si le cœur nous en dit. Mais la réalité brute, c'est que pour beaucoup d'hommes, un enfant déjà là, c'est une barrière quasi infranchissable. C'est pour ça que vous pouvez imaginer mon enthousiasme, mon espoir presque désespéré quand j'ai rencontré Daniel. Non fictif, bien entendu. Je préfère ne pas tenter le diable, ni offrir de publicité gratuite à ce cinglé. Nous sortions ensemble depuis presque 5 mois. Une relation qui, de mon côté, avait commencé avec beaucoup d'enthousiasme. Et le plus incroyable, ce qui m'a totalement désarmé, c'est qu'il semblait se moquer complètement du fait que j'avais un fils de 7 ans. Au contraire, dès le début, il s'est montré intéressé, du moins, c'est ce que je croyais, par Matteo, mon petit. Il posait des questions sur l'école, ses passions, sa personnalité. Il avait même apporté un petit cadeau pour lui, dès notre 2e rendez-vous. Ça m'avait semblé tellement mature, tellement attentionné, tellement différent de tous les autres. Trop beau pour être vrai. Et comme je l'ai appris plus tard, ça l'était. C'était une façade. Très vite, les choses bizarres ont commencé à apparaître. Ces petits signaux d'alarme que mon cerveau, affamé d'affection, a choisi d'ignorer. Des commentaires possessifs sur mes vêtements, sur mes amis. Il commençait à prendre des décisions à propos de l'éducation de Matteo sans m'en parler. Il s'est même mis à se présenter comme Papa Daniel devant mon fils, alors que je lui avais explicitement demandé de ne pas le faire, de prendre son temps. J'ai essayé d'être douce au début. « Écoute Daniel, je comprends ton enthousiasme, mais Matteo a déjà un père biologique. Même si ma relation avec lui est inexistante, je ne veux pas perturber mon fils ni lui donner de faux espoirs. Il nous faut du temps. » Sa réaction a été horrible, vraiment horrible. Il est tout de suite passé à l'offensive. Il m'a accusé de ne pas apprécier ses efforts, a fait des remarques personnelles, blessantes, déplacées sur mes anciennes relations, sur mes compétences en tant que mère et même sur la moralité du père de Matteo, qu'il n'avait pourtant jamais rencontré. Il s'est montré profondément misogyne, contrôlant, manipulateur. Une énorme alerte rouge, agitée juste devant mes yeux. C'est là que j'aurais dû tout arrêter. Claquer la porte, ne plus jamais regarder en arrière. Mais j'étais tellement heureuse d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui, en apparence, acceptait le package complet, que j'ai tenu bon. J'ai essayé de justifier ses comportements, de les attribuer à ses insécurités. Quelle naïveté, quel aveuglement. Une erreur monumentale. Au final, après presque 5 mois d'une relation de plus en plus tendue, avec des hauts et des bas constants, et des disputes toujours plus toxiques, j'ai dû me rendre à l'évidence. C'était intenable. Daniel n'était pas fait pour moi, et encore moins pour mon fils. Sa présence à la maison commençait à peser sur Matteo, qui devenait renfermé et nerveux quand Daniel était là. Rompre avec lui a été un calvaire. Je pensais que ce serait compliqué, un peu désagréable, mais sa réaction a dépassé mes pires cauchemars. J'ai eu des relations bien plus longues et significatives qui se sont terminées de façon infiniment plus civilisée. Mais la réaction de Daniel à notre rupture a été totalement disproportionnée, une agressivité viscérale, presque psychotique. Des cris au téléphone en pleine nuit, des messages truffés d'insultes et de menaces à peine voilées, des tentatives de manipulation émotionnelle,
Si je vous racontais les détails exacts, vous penseriez sans doute que j'exagère ou que j'invente. Mais croyez-moi, son comportement post-rupture a amplement justifié ma décision de m'éloigner de lui au plus vite. Malheureusement, ce n'était que le début du cauchemar. Et là, je l'avoue avec toute la honte du monde, j'ai ma part de responsabilité. Pour avoir accordé ma confiance à la mauvaise personne, pour avoir été désespérément naïve. Pendant notre relation courte mais intense, dans des moments d'intimité et de confiance. Une confiance complètement mal placée. Je lui avais envoyé quelques photos privées. Suggestives, certes, mais rien d'excessivement explicite. Des photos que beaucoup de couples s'échangent. J'avais baissé la garde, parce qu'il m'avait aussi envoyé des photos de lui, ce qui m'avait donné une fausse impression d'équilibre, de vulnérabilité partagée. Comme une espèce de pacte tacite, façon guerre froide. Si tu publies les miennes, je publie les tiennes. Quand la relation s'est terminée, j'ai immédiatement supprimé toutes les images compromettantes de lui, sur mon téléphone comme dans le cloud, par principe, par décence, et surtout parce que je pensais bêtement qu'il ferait la même chose. La réalité brutale et écœurante m'a frappé en pleine face quelques semaines plus tard, sous la forme d'un message WhatsApp de ma cousine, celle qui vit dans une autre ville. Elle écrivait « Isa, tu gardais bien le secret, dis donc. Depuis quand t'as un OnlyFans? Tu ne m'en avais jamais parlé. Génial, ma belle. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Mon téléphone m'a presque échappé des mains. OnlyFans. Moi? Tu dis n'importe quoi. T'es folle? Lui ai-je répondu, déjà prise d'un début de vertige. Sa réponse m'a glacé. Je t'ai vu. Une amie m'a envoyé le lien. Si c'est secret, t'inquiète, je le supprime. J'ai tapé fébrilement dans Google. Je connaissais évidemment l'existence de la plateforme, mais je n'avais aucune idée concrète de son fonctionnement. Contenu pour adultes, abonnement payant. Un frisson glacé m'a traversé. Je lui ai demandé dans la panique de m'envoyer le lien. Et là, j'ai vu un profil actif à mon nom complet, mon vrai prénom, mon nom de famille. Sur la bannière principale, une de ses photos intimes, l'une des plus reconnaissables que j'avais envoyées, à Daniel dans un moment de confiance trahie. Le profil proposait une souscription gratuite. J'ai créé en urgence un faux compte avec une adresse mail temporaire, juste pour accéder au contenu et mesurer l'ampleur du désastre. Et ce que j'ai vu a dépassé mes pires cauchemars. Daniel, dans un acte de vengeance froid et méthodique, avait publié non pas une ou deux, mais près de 10 photos différentes que je lui avais envoyées, toutes intimes, privées, personnelles. Et pour ajouter l'insulte à l'humiliation, chaque photo était accompagnée de commentaires obscènes, vulgaires, dégradants et explicites. Je préfère ne pas les répéter ici. Des légendes qui me faisaient passer pour une prostituée bon marché. J'étais consumé par la rage, une colère glacée, une impuissance totale. J'avais envie de hurler, de tout casser, de retrouver Daniel Mais cette rage a vite cédé la place, à une panique absolue, à une terreur viscérale. Car il n'en était pas resté là. Dans la biographie du faux profil, il avait publié mon adresse. Mon adresse complète et exacte. Rue, numéro, étage, ville, code postal. Et même des indications précises sur comment entrer dans l'immeuble. À cet instant précis, j'ai compris l'ampleur réelle du danger. Ce n'était plus seulement ma réputation, ma dignité ou mon travail qui étaient en jeu. C'était ma sécurité physique. Et ce qui était 1000 fois plus grave, celle de mon fils. Mathéo, j'avais mis la vie de mon fils en danger par pure stupidité, par confiance mal placée. Je me suis effondré au sol, pleurant sans retenue pendant des heures, submergé par la culpabilité, la peur et l'impuissance. Je me sentais comme la pire des mères, comme une idiote complète. Je sais, rationnellement, que la responsabilité première, la faute morale et légale, revient à Daniel, à sa cruauté innée, à son narcissisme blessé, à sa misérable soif de vengeance. Si cet homme avait été ne serait-ce qu'un minimum décent, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais je suis mère, et cela implique une responsabilité supplémentaire, inévitable. J'aurais dû être plus prudente, plus méfiante, plus consciente des risques inhérents au partage d'intimité à l'ère numérique. J'aurais dû voir les signaux d'alerte plus tôt. Je ne suis plus une adolescente impulsive en quête de validation ou d'attention à tout prix. Je voulais juste me sentir aimée, créer un lien
m'évader un instant de la routine épuisante et des difficultés financières d'une mère célibataire. Est-ce vraiment trop demandé? Est-ce si difficile à comprendre? Heureusement, après avoir signalé la situation à plusieurs reprises à la plateforme OnlyFans, en fournissant des preuves de mon identité et de l'usurpation, et après avoir traversé un processus aussi long qu'angoissant, j'ai fini par obtenir la suppression du faux profil. Je sais qu'aujourd'hui, OnlyFans et d'autres sites du même genre affirment avoir mis en place des procédures de vérification d'identité plus strictes pour éviter justement ce type d'abus et de détournement. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, ces mesures sont-elles vraiment infaillibles? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'assez rusé, ou ayant des connaissances informatiques ou les bons contacts, d'obtenir de faux papiers ou de voler les données d'une autre personne pour créer un compte frauduleux? Le système actuel, bien qu'apparemment renforcé, n'élimine en rien le risque. Il ne fait que le camoufler sous une couche d'illusion. Des profils peuvent toujours être créés avec des intentions malveillantes, par vengeance, par harcèlement ou simplement par cruauté gratuite. Comme je l'ai dit au début de ce long et douloureux témoignage, je ne cherche pas à juger celles et ceux qui choisissent d'utiliser ces plateformes. À chacun sa route, à chacun ses décisions. Je souhaite seulement que mon histoire serve de rappel brutal des dangers bien réels qui existent dans le monde numérique, en particulier pour celles et ceux qui choisissent de partager leur intimité, leur corps ou leur vie personnelle en ligne. La sécurité et la protection doivent toujours passer avant les likes, les abonnés ou l'argent facile, car comme ma propre descente aux enfers en témoigne tristement, il existe des individus tordus, prédateurs, profondément dangereux, cachés derrière des écrans anonymes, guettant la moindre brèche, la moindre vulnérabilité pour blesser. Soyez prudents, vraiment. Soyez très très prudents.